Bonjour à tous. L'invité de l'économie, c'est Monsieur Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique. Je dois préciser que Kipux Afrique est la filiale de la multinationale Kipux. Kipux Afrique est implantée en Côte d'Ivoire depuis 2014. Monsieur Koné, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne-Germaine et très heureux, au nom de l'ensemble de nos équipes, d'être présent sur ce plateau. Alors, votre société développe des solutions de technologie appliquées au système de transport routier. Et là, vous êtes venu sur notre plateau avec un prix que vous avez reçu récemment à Paris, au nom de Kipux Afrique. Alors, c'est le prix International Star for Leadership in Quality, décerné par Business Initiative Direction, basé en Espagne. Alors, c'est un consortium d'experts en qualité et puis d'hommes de médias qui décerne ce prix-là aux entreprises qui innovent en termes de qualité. J'imagine que vous êtes très honoré. Ben, écoutez, très honoré, oui, surtout que la cérémonie qui était à sa 22e convention au niveau d'un grand hôtel parisien a réuni 30 pays venant des 4 continents. On avait des Asiatiques, l'Amérique latine, la Côte d'Ivoire, d'autres pays de la sous-région. Donc c'est vraiment un prix qui honore la Côte d'Ivoire, qui honore l'engagement de nos autorités à faire tout ce qui est possible pour moderniser le secteur des transports. Et également, je pense, c'est l'ensemble des efforts de nos équipes qui mettent au cœur de leur action l'excellence, la recherche de la qualité. Vous savez qu'on vient de réussir notre audit de recertification qu'on a réussi en avril dernier. C'est vraiment une reconnaissance qui nous touche et qui nous honore. Très bien. Alors, parlons d'innovation. C'est votre slogan, hein, innover pour transformer. Ouais. C'est le slogan de Kipux Afrique. Là, vous allez passer de la gestion intégrée à ce que vous appelez la gestion intégrée de la mobilité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ben, concrètement, pour voilà, faire le parallèle avec les prix, parce que ce prix est quand même le 3e que Kipux reçoit à l'international. En 2016, nous avions déjà reçu un prix en marge des assemblées annuelles de la BAD à Lusaka. L'année dernière, le groupe a reçu un prix à Montréal pour le projet Smart City que nous avons développé au niveau de la ville de Medellín. Donc, l'innovation, pour nous, est au cœur de l'action. Il faut arriver à se remettre en cause de façon continue et surtout développer des solutions qui permettent de répondre concrètement aux attentes des populations. Donc ça fait 4 ans que nous avons déployé ce système-là en Côte d'Ivoire, qui a eu ses hauts et ses bas, qui aujourd'hui arrive à un niveau de maturité avec une base de données qui est en cours de consolidation, mais qui reste une base de données statistiques, de données statistiques avec un volet sur des données biométriques, compte tenu du fait que l'ensemble des documents que nous produisons sont des documents biométriques. Alors, il s'agit de faire passer maintenant cette base de données statistiques à une base, de la faire muter vers une base de données économiques. Donc, dans le jargon, c'est de mettre en place un big data, de permettre de collecter un certain nombre de données liées au trafic, liées à la mobilité des personnes et des biens, de façon à créer un écosystème qui va permettre le développement de solutions, d'applications qui vont permettre en fin de compte de faciliter la vie de nos populations, d'améliorer la mobilité, d'avoir un impact réel sur la sécurité routière et, comme je dis, de permettre que l'autorité de l'État puisse donc s'affirmer
au niveau de la gestion de la circulation. Alors, en 4 ans d'existence, Kipux Afrique est donc l'opérateur technique au sein de ce que l'on appelle le centre de gestion intégré, qui regroupe également d'autres entités du secteur des transports. En 2-3 mots, quelles sont les 2 principales révolutions que vous avez permis à la mobilité de faire là depuis que vous êtes là? D'abord, je prendrai la situation avant notre arrivée. D'accord. Avant notre arrivée, avant l'arrivée de Kipux, tout le monde connaît le panorama. Pour d'abord être reçu dans un centre, il fallait se lever à 4 h du matin ou à 5 h du matin. Nous tous, nous l'avons fait. Comme on disait, aller mettre un caillou pour réserver sa place. Il n'y avait pas de disponibilité en termes de centres. Je pense, si je ne m'abuse, pour le permis de conduire, on devrait être à 2 ou 3 centres pour l'ensemble du territoire national. Pour l'édition des autres documents, c'était très centralisé en termes de production sur Abidjan. Donc, ça avait pour conséquence beaucoup de désagréments au niveau des populations qui devaient payer souvent le transport pour se déplacer d'un point à l'autre du pays. Et attendre des mois avant, et attendre souvent 6 mois, voire 1 an pour des documents administratifs. Alors aujourd'hui, ça a changé. Il s'est agi dans un premier temps de mettre en place une plateforme administrative qui permette déjà une accessibilité sur l'ensemble du territoire national au service public. Donc une plateforme qui permette à n'importe quel demandeur de service au niveau donc, de l'administration des transports de pouvoir s'adresser à une plateforme où qui se trouve sur le territoire national pour avoir son document. Donc aujourd'hui, vous avez 30 centres de gestion intégrés qui sont repartis sur l'ensemble du territoire national. Et ces 30 centres sont adossés à une plateforme qui permet effectivement une gestion en temps réel. L'innovation, c'est que notre plateforme a permis de décentraliser la production. Donc, au lieu d'avoir un seul centre qui produit les documents, tout étant fait sur la plateforme intégrée avec les différents niveaux de contrôle. Donc, chaque centre de gestion est en même temps un centre de production. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un centre, logiquement, lorsque tous vos documents, parce que vous savez que nous sommes en bout de ligne, nous intervenons après que les différentes entités de l'administration aient validé votre dossier. Quand votre dossier a été validé et qu'il est bon, quand vous rentrez dans un centre de gestion intégrée, vous devriez normalement en ressortir avec votre document. Aller vers la digitalisation, est-ce que la mise en place de tous ces produits dont vous parlez, ça s'est fait aussi aisément que ça? Il y a beaucoup de réticences, certainement de différents ordres, hein, j'imagine. Non, vous savez, d'abord, par principe général, lorsque vous mettez en place une innovation qui bouscule un certain nombre d'intérêts établis, il y a toujours des réactions par rapport à ces intérêts établis. Première des choses. Deuxième des choses, le secteur des transports, de par le monde, est le secteur dans lequel les réformes sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Parce qu'il s'agit du quotidien des populations, il y a toujours un volet social, économique, même politique, lié au secteur des transports qui font que les réformes dans le secteur des transports sont les plus difficiles à mettre en œuvre, et ça, de par le monde. Regardez un peu en France récemment sur la limitation de vitesse, avec même des réfractaires, des mairies qui ont dit « nous n'appliquerons pas ». Regardez en Amérique latine, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène spécifique à la Côte d'Ivoire. Mais l'autre paradoxe du secteur des transports, c'est que c'est le secteur qui nécessite de se remettre perpétuellement en cause. Parce que c'est un secteur dynamique, c'est un secteur qui change avec son environnement, qui change avec le développement des nouvelles technologies. Il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone. Aujourd'hui, on a des smartphones. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc,
la mobilité change. Regardez même le concept de mobilité. On est passé du concept de ITS, de transport intelligent. Après, on est arrivé sur la mobilité. Après, on a parlé de mobilité intégrée. On a parlé d'interopérabilité. Donc, à chaque fois, il y a des concepts qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de mobilité as a service, mobilité comme service, avec des plateformes intégrées qui permettent de mettre différents types de transports ou de moyens à la disposition des populations. Donc, c'est un secteur dynamique. Et donc, la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à ce paradoxe-là. Mais je pense que la réforme est en cours. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acquis. Il faut pouvoir capitaliser ces acquis-là pour nécessairement aller vers les autres étapes, de façon à ce que, sur la durée, on arrive effectivement à ressentir les résultats. Il y a une réforme majeure qu'a lancée le tout nouveau ministre, je vais dire le ministre des Transports, c'est la limitation de l'âge des véhicules importés. Oui. On ne comprend pas forcément très bien. Est-ce que selon vous, c'est une bonne réforme? Vous savez, je suis directeur général de Kipux, mais je suis également président de l'association des transports intelligents en Côte d'Ivoire. Donc, en tant que également membre de la société civile, je voudrais féliciter Monsieur le ministre des Transports pour son courage, parce que je pense qu'il fallait avoir le courage de mettre en œuvre cette décision gouvernementale. Parce que ce n'était pas évident. Non, je dirais il fallait le faire parce que, vous voyez, prenez la Côte d'Ivoire dans les années 70-80. Pour faire le taxi en Côte d'Ivoire, il fallait que le véhicule soit neuf. Sinon, vous n'aviez pas l'autorisation pour faire du taxi à Abidjan. Et après un certain nombre de temps, je crois 1 an ou 18 mois, il fallait renouveler le véhicule. Donc vous avez tous connu ici les taxis Choto, on a vu le parc de taxis, etc. Après, lorsqu'on est arrivé à la libéralisation de l'importation de véhicules pour faire face donc aux conséquences de la crise, vous voyez un peu comment est-ce que le transport s'est désintégré un peu, s'est déformalisé avec plusieurs enjeux. Aujourd'hui, derrière l'application de ce décret-là, c'est toute l'organisation de la filière, je pense, qui est en jeu. Il faut arriver en bout de ligne à organiser le secteur de la commercialisation des véhicules d'occasion. En Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre l'a annoncé. Il faut permettre aux populations d'avoir une transparence sur le prix d'achat du véhicule, parce qu'un véhicule qui est acheté en Europe à 1 000 €, donc qui coûte autour de 650 000, bon, comment ça se fait qu'il est revendu à 3, 4, 5 millions? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de business, mais en même temps, il faut permettre aux populations d'avoir des prix de référence, de savoir que pour tel modèle, écoutez, s'il coûte en Europe, je ne sais pas moi, 3 000, 5 000, 10 000 €, de l'autre côté, quand il va arriver, vous aurez à payer cela. Donc, moi, je voudrais vraiment personnellement féliciter Monsieur le ministre pour cette décision. Relever, quand vous lisez un peu dans la presse, en fait, la limitation de l'âge, ce n'est pas ça qui est en cause. Ils ne sont pas contre. Moi, je n'ai pas vu de personnes qui disent qu'ils sont contre. Tout le monde parle de mesures d'accompagnement pour essayer de résorber un peu tout ce qui est lié à l'application. Un comité paritaire a été mis en place. Ce comité paritaire est en train de travailler sur la question du guichet unique. Il a été annoncé la dématérialisation. Je pense qu'il faut accompagner cette dynamique et permettre que les textes qui sont pris puissent s'appliquer et s'appliquer pour le bien de tout le monde. Alors, quand je vois votre ambition de passer d'une gestion intégrée à une gestion intégrée de la mobilité, je me dis pour que cela soit efficace, il faut également que tout ceci se passe dans un environnement des transports, je vais dire, beaucoup plus clean, beaucoup plus propre.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident de continuer d'innover, de vouloir innover, mais dans un environnement où il y a énormément de facteurs qui ne favorisent pas la mise en place de cette révolution numérique-là. Oui, vous savez, avant de parler de révolution numérique, de parler de nouvelles technologies, il faut d'abord parler du cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, quels sont les textes que nous avons, quels sont les textes qui permettent de réguler le secteur, qui est transporteur, qui ne l'est pas, qui peut prétendre à être transporteur, qui a le droit de parler au nom des transporteurs, qui en fait effectivement sa profession, les chauffeurs, chauffeurs professionnels, différents de chauffeurs lambda. Donc il y a ce cadre institutionnel. Je pense qu'à ce niveau, des mesures ont été prises pour effectivement revoir le cadre institutionnel et tous les décrets qui permettent d'organiser la circulation et la profession même de transporteur. Maintenant, et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est important que ces textes-là qui ont été pris, il y a eu une loi d'orientation du transport intérieur qui a été votée à l'Assemblée nationale. À la suite de cette loi, il y a un certain nombre de décrets qui sont liés. Dernièrement, le ministère a fait un atelier de vulgarisation de ces textes-là au niveau des différentes localités à l'intérieur du pays, à Abidjan, de vulgarisation. Il faut que nous arrivions à appliquer ces textes, que l'autorité de l'État revienne dans le secteur pour jouer son rôle de régulation. Jouer son rôle de régulation, permettre à chaque acteur d'être à sa place, de faire ce qui lui est dû, de faire ce qu'il doit faire en conformité avec les textes. Et c'est là où les nouvelles technologies interviennent. Parce que les nouvelles technologies permettent, lorsqu'un texte est pris le matin, mais après quelques paramétrages, de le faire appliquer sur l'ensemble du territoire national en début d'après-midi. Et c'est un peu ça le plus que les nouvelles technologies apportent en permettant à l'autorité de l'État, j'insiste, de revenir au niveau du secteur pour réguler, pour mettre chaque acteur à sa place de façon à ce que cette dynamique-là profite aux populations. Alors, l'autre objectif que vous vous êtes assigné, c'est qu'à l'horizon 2020, de contribuer à réduire, ce sera ma toute dernière préoccupation, de contribuer donc à réduire les accidents de la route, le nombre de morts, tout ça. Alors, en 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré 11 743 accidents de la route, faisant 1275 morts. Je prends juste du 1er janvier au 15 janvier 2018, il y a eu 1458 cas d'accidents de la route et qui ont fait 492 morts, décès sur la même période. Où en êtes-vous de votre objectif? Bon, déjà, c'est un objectif au niveau des Nations Unies. Donc, que vous portez à l'échelle mondiale, de dire, nous constatons que le problème de la sécurité routière commence à devenir un problème mondial. Donc, il faut lancer une initiative au niveau des Nations Unies, ce qui a été fait, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif de réduction d'au moins 50% des accidents à l'horizon 2020. Les Nations Unies également ont donné un mode opératoire avec essentiellement la mise en place de programmes nationaux d'action pour la sécurité routière. Ceci est en cours en Côte d'Ivoire, mais je voudrais vous dire que le panorama que vous tracez, que vous présentez, et ce panorama-là doit nous faire aller très vite. Très vite, ouais. Très vite dans l'application des textes, parce que les textes qui sont... Quand vous regardez les textes en Côte d'Ivoire, les textes sont bons. Ils ont, en tout cas en matière de régulation, de circulation routière, ils ont bénéficié de benchmarks
au niveau international, au niveau de différents pays. Donc, il y a un certain nombre de dispositions dans ces textes-là qui permettent de régler les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense que le défi commun, c'est d'arriver à appliquer ces tests, à permettre que nous arrivions à automatiser la gestion des infractions en Côte d'Ivoire, que nous arrivions à automatiser un certain nombre de choses liées voilà, au permis de conduire, à l'examen, etc. Tout ça est en cours. Il faut maintenant que, effectivement, on puisse l'appliquer sur le terrain. Et c'est en cela que je reviens encore pour dire que il faut saluer le courage du ministre qui a commencé effectivement à faire appliquer ces textes. Alors, autre détail très important, c'est que les 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains. Donc, il faut sensibiliser aussi. Il faut sensibiliser, mais au-delà de la sensibilisation, il faut même éduquer, il faut permettre effectivement de sanctionner. Moi, je prends toujours cet élément-là. Lorsque chacun d'entre nous, parce que c'est d'abord une affaire de tout le monde, lorsque chacun d'entre nous saurons que de façon vraiment sans tenir compte de la nature, du poste, de la position, lorsque nous allons commettre une infraction, on peut être sanctionné. On sera sanctionné. Oui. On sera vu, on sera sanctionné. Je pense que les choses vont commencer effectivement à changer. À quand le permis à points? Là, vous me posez une colle parce que je ne suis que coopérateur, membre de la société civile, président d'association. Ça pourrait aider à... Ce que je peux dire, c'est que la dynamique est en cours. Aujourd'hui, pour pouvoir faire fonctionner le système à points, on a besoin d'avoir des bases de données consolidées, on a besoin d'avoir des systèmes intégrés qui permettent effectivement d'automatiser la gestion des infractions, d'interconnecter tout ça avec la base des immatriculations, la base des détenteurs de permis de conduire. C'est ce qui est en cours. Maintenant, ça va à un rythme qui doit pouvoir s'accélérer de façon à ce que, effectivement, tout ça puisse se mettre en œuvre rapidement. Mais là, vous, en tant que média, vous avez une responsabilité. En tant que journaliste, vous avez une responsabilité. Il faut pouvoir accompagner les pouvoirs publics à expliquer à nos populations la nécessité, l'urgence de pouvoir mettre en œuvre toutes ces politiques, toutes ces stratégies pour lesquelles vous et moi avons payé des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui mettent en œuvre de très belles politiques, de très belles stratégies, mais qui souvent, à l'application, se heurtent vraiment à des murs d'incompréhension. Il faut pouvoir expliquer, réexpliquer pour pouvoir avancer. Mais malheureusement, pendant ce temps, comme vous dites, on continue à avoir des morts sur les routes, on ne peut pas, dans le secteur des transports, rester immobile. Il faut agir. On n'a pas le droit de rester immobile. C'est vraiment un secteur qui a besoin d'action, qui a besoin d'action continue, parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines. Très bien. Merci et très bonne journée à vous. Merci. Voilà.